Ito est un bon à rien qui vit seul car ses parents l'ont abandonné pour aller chercher du lait. Pourtant, tout change quand il engage une jeune tueuse pour être sa domestique. Désormais, elle fera tout pour le protéger. Tout commence un matin quand Ito dort dans son appart aussi crasseux et dérangé que le cerveau d'un abonné de Shadow Recap. Mais la sonnette retentit soudainement, alors il descend pour aller ouvrir la porte. En regardant à travers l'écran, il découvre une véritable bombe, une certaine Yuki qui lui demande si elle peut devenir sa servante, ce qui le laisse complètement sous le choc. Après l'avoir fait entrer, l'idiot commence à ramasser les sacs poubelles en expliquant que c'est le bazar car ses parents ne sont pas là. En lui servant à boire, Ito se demande si elle veut vraiment travailler ou voler ses économies, alors il lui demande où elle bossait avant. Elle explique qu'elle est le John Wick des servantes, ayant tué tous ceux qui ont offensé son ancien maître, et c'est lui qui l'a envoyé ici. En entendant ça, l'esprit de Ito s'effondre et il se rassure en se disant qu'elle plaisante, mais elle confirme que non. Alors, il panique et décide de la faire sortir de chez lui sans pour autant l'offenser. Il l'emmène ensuite dehors pour évaluer ses compétences en matière d'assassinat, mais, à la surprise générale, elle se transforme soudainement en Deadpool, lançant habilement une multitude de couteaux qui se figent dans un arbre, parfaitement alignés à la verticale, laissant Ito complètement stupéfait. Tremblant de tous ses membres, comme le vibreur bizarre de ta mère, Ito lui explique qu'il ne peut absolument pas l'engager car il n'a pas du tout besoin d'un tueur et ne connaît d'ailleurs pas son maître. Alors, elle s'excuse pour le dérangement et s'en va. En chemin, Yuki est triste d'avoir fondé des espoirs sur un puceau aussi pathétique. Elle se demande d'ailleurs où elle va bien pouvoir aller ensuite, mais Ito l'interpelle soudain et lui dit qu'elle a oublié son bijou. Mais alors qu'il se précipite vers elle, voilà que Truck-kun surgit soudainement de la rue d'à côté et tente de l'expédier dans l'univers de l'attaque des titans. Mais heureusement, Yuki intervient rapidement et le sauve in extremis. Alors qu'elle est en train de vérifier son état, Ito la remercie, le visage tout rouge, mais Yuki, rougissant elle aussi, s'écarte et lui dit que son cœur ne s'arrête pas de battre aussi fort car c'est la toute première fois qu'elle vient en aide à quelqu'un. Après qu'il lui a rendu le bijou, elle s'apprête à partir, mais Ito la rappelle et lui dit qu'il a besoin d'aide pour nettoyer son appart. De retour chez lui, l'agent 67 commence à lui expliquer toutes ses techniques d'éviscération, car c'est la seule chose qu'elle connaisse vraiment, mais lui, il lui explique qu'il la veut seulement comme femme de ménage, pour que sa maison reste propre. Pourtant, elle finit par casser le matériel et mettre encore plus de bazar, et en essayant de nettoyer, elle glisse et un seau lui tombe sur la tête. Voyant cela, Ito réalise à quel point elle est maladroite, et elle s'excuse avec remords d'être un échec, pensant que monsieur va la renvoyer. Mais au lieu de ça, il lui tend une serviette pour qu'elle se nettoie et propose de l'aider à faire le ménage dans l'appart. Quelques minutes plus tard, la maison brille plus que le crâne d'Andrew Tate, alors Ito remercie Yuki et lui dit de prendre un bain avant le dîner. Pendant qu'elle est au bain, l'idiot panique, imaginant qu'elle sortira avec juste une serviette pour recréer une scène de romance bizarre avec lui. Mais elle sort avec sa tenue complète de soubrette, ce qui le pousse à maudire les dieux du scénario pour l'avoir abandonnée. Peu après, ils commencent à cuisiner ensemble, et Yuki explique qu'elle n'est pas émue par la nourriture car elle n'y voit qu'un moyen de subsistance. Mais Ito lui promet que le poulet KFC qu'il a acheté va l'épater, alors elle accepte d'y goûter. Alors que Yuki mange, elle ne sent toujours pas le goût, mais elle réalise que, contrairement à son ancien foyer abusif, la nourriture et l'ambiance chez Ito sont chaleureuses. Elle lui dit donc que c'est délicieux. Cependant, Ito lui demande de goûter une sauce, et une fois fait, ses papilles s'affolent pour la première fois, et elle tombe amoureuse de la sauce spéciale de Ito. Plus tard dans la nuit, Ito descend pour aller chercher de l'eau, mais il perçoit des bruits étranges venant de la cuisine, ce qui le terrifie profondément, car il s'imagine que Yuki est tout bonnement revenu à ses réglages par défaut. Cependant, il la voit voler la sauce spéciale, alors il lui prépare un autre repas pour qu'elle puisse en profiter. Après avoir mangé, Yuki demande à Ito s'il a fait un cauchemar car elle l'a entendu crier depuis sa chambre, et cela l'a troublé car elle ne savait pas comment le réconforter. Ito explique qu'il fait souvent un cauchemar récurrent où sa mère l'abandonne, et sa mère le réconfortait en le laissant se reposer sur ses genoux. En entendant cela, Yuki propose à Ito ses cuisses généreuses comme oreiller, mais il refuse. Elle commence alors à déprimer en concluant qu'elle n'est qu'une meurtrière, tout comme les gens lui disaient autrefois. Voyant cela, Ito se pose soudain sur ses genoux et lui dit que c'est chaud. Alors elle lui dit qu'elle ressent la même chose et lui demande de dormir là pour le reste de la nuit. Le lendemain matin, Yuki nettoie l'appartement avec des mouvements de souffle de la foudre, et quand Ito sort de sa chambre, il remarque que tous les déchets sont soigneusement emballés. Elle explique alors qu'elle a découpé les déchets en petits morceaux pour être plus efficace lors de la mise en sac. Ito est impressionné car cela prend moins de place que d'habitude, alors il remercie Yuki, ce qui la fait rougir.
Peu après, Ito trouve un chien énorme dans une boîte d'adoption laissée devant son portail et Yuki lit une note jointe où le propriétaire explique qu'il a laissé le chien devant une maison de riches car le chien avait plus de forme qu'il ne pouvait en gérer. Cela agace Ito, mais il remarque que le chien est de mauvaise humeur, alors il commence à le caresser et il dit à Yuki qu'il veut l'adopter car son petit corps pourrait mourir s'il le laisse dehors en plein hiver. En entendant cela, Yuki se souvient de son passé et lui dit que toutes les créatures, même les petites, doivent devenir fortes par la sélection naturelle et elle prévient Ito que cette responsabilité pourrait se retourner contre lui s'il recueille le chien. Cependant, Ito lui rappelle qu'elle l'a sauvé l'autre jour par pitié et explique que leurs corps humains réagissent avant de réfléchir quand ils voient quelqu'un en difficulté. Il souligne ensuite qu'il sait ce que ça fait d'être abandonné et suggère de rentrer pour que la chaleur ne grille pas le minuscule cerveau du chien. À l'intérieur, Ito joue avec le chien et demande à Yuki d'essayer, mais elle s'éloigne à reculons, ce qui lui fait réaliser qu'elle a peur des chiens. Lorsqu'il demande pourquoi elle craint les chiens, elle raconte qu'un mentor l'a délaissée dans une montagne de chiens sauvages, et Ito comprend son trauma. Il souligne donc que s'occuper du chien sera problématique. Cependant, elle commence à s'en vouloir, alors Ito explique qu'il ne la blâmait pas mais qu'elle doit faire avec car il ne veut plus que le chien soit seul. En entendant cela, Yuki accepte enfin de porter le chien, mais Ito lui dit de ne pas se forcer car elle vibre comme un chat sous stéroïdes. Il lui demande ce qui l'effraie puisque le chien est sage. Elle mentionne alors ses griffes, ses crocs et son regard terrifiant. Mais Ito lui dit que tout ce qu'il voit en regardant le chien, c'est un mochi. Soudain, le chien lui mord le doigt et elle a si peur qu'elle tente de lui faire une prise de catch. Mais Ito explique que c'est juste un mordillement de jeu et sauve le chien de ses griffes. Alors que le chien lui mord le bras, il remarque que ses dents lui font mal, il inspecte donc sa gueule. Yuki tente de l'avertir du danger, mais il la rassure et propose de sortir. Ils arrivent bientôt à la clinique vétérinaire, et Yuki ne comprend pas ce qu'ils font là. Alors Ito explique qu'ils doivent examiner le chien pour être sûr qu'il va bien. Après l'examen, ils se rendent au supermarché voisin et Yuki choisit un collier pour le chien. Sur le chemin du retour, Ito la remercie pour son aide. Elle lui dit qu'il est gentil, mais avoue ressentir une distance quand il est bon envers elle, car elle était traitée comme un échec auparavant. Avant, elle n'effectuait que des missions à la Ethan Hunt, mais ce que Ito lui demande est nouveau pour elle, alors elle ne comprend pas comment elle peut lui être utile. Autrefois, elle voulait appartenir à un endroit car les puissants l'utilisaient comme un pion pour ses talents, et elle n'avait qu'à détruire des cibles. Pourtant, chez Ito, la situation est bien différente. Elle a l'impression que toutes ses compétences ne valent absolument rien, et elle lui demande si elle a vraiment le droit de vivre dans un monde aussi radieux. Alors qu'il tente de répondre, le chien se met à courir partout. Il le poursuit et lui demande si elle veut devenir une fille normale en quittant son ancien travail. En regardant le coucher de soleil avec Ito, elle se demande si elle pourra en apprendre plus sur lui et son monde chaleureux après avoir cessé d'être une tueuse. Ito admet qu'il avait vraiment peur d'elle à son arrivée, mais après avoir passé du temps ensemble, il a réalisé que c'est en fait une fille bien. Cela lui rappelle une époque où elle était choyée, alors elle lui demande ce qu'elle doit faire pour être une fille bien. Il explique qu'elle ne doit pas craindre de faire des erreurs, car c'est normal quand on essaie quelque chose pour la première fois. Le lendemain matin, Yuki coupe du chou, mais le chien lui câline la jambe, ce qui l'effraie tant qu'elle menace de lui couper les bijoux de famille avec sa lame. Cependant, elle remarque que le chien a faim, alors elle lui donne quelques Scooby Snacks. Mais alors qu'elle tente de le caresser, Ito arrive soudainement, ce qui la pousse à retirer sa main. Il la remercie d'avoir nourri le chien et commence à jouer avec le ventre de l'animal. Il décide ensuite de nommer le chien Chitaro et Yuki trouve que c'est un super nom. Il la remercie pour le chou et affirme qu'elle prend enfin le coup de main en tant que servante. Chitaro commence à harceler Ito pour jouer, mais Ito dit qu'il devra attendre après le dîner. Yuki propose alors de jouer avec lui, expliquant qu'elle veut devenir normale en surmontant sa peur des chiens et en croyant Ito quand il dit que Chitaro est inoffensif. Ito est choqué par ces paroles, mais il lui dit qu'il croit aussi en elle, ce qui lui donne enfin la confiance nécessaire pour s'amuser avec le chien. En jouant avec lui, elle se rappelle quand Ito lui a dit qu'elle était une fille bien. Elle comprend enfin ses mots et lui avoue se sentir ridicule d'avoir eu peur d'un chien si gentil. Plus tard, Yuki savoure un plat avec une sauce spéciale. Ito lui propose de la resservir, mais elle hésite. Il lui dit alors de voir ça comme une récompense pour s'être bien entendue avec Chitaro. En cuisinant, Ito lui demande sa date d'anniversaire, mais elle répond qu'elle ne connaît pas le jour exact, même si elle sait que c'est en hiver. Il lui dit qu'il adore la neige et lui sert sa deuxième portion. Elle sourit et le remercie pour tout ce qu'il a fait pour elle jusqu'à présent. Le lendemain matin, Yuki joue avec Chitaro dans la cour. Ito arrive soudain et lui tente un perce-oreille, expliquant qu'il veut se faire percer les oreilles comme Lil Wayne mais qu'il n'a pas le cran de le faire lui-même.
Yuki est perplexe, alors Ito explique qu'il veut quelqu'un d'expérimenté pour s'en charger et elle est parfaite car elle a elle-même des piercings. En entendant ça, elle accepte finalement de lui percer les oreilles et une fois qu'il est assis, il lui demande joyeusement de le faire d'un seul coup, d'un coup sec. Cependant, alors qu'elle essaie, ses mains se mettent à trembler et elle se retire. Ito lui demande alors ce qui ne va pas. Elle s'excuse et explique qu'elle ne pourrait pas faire une chose aussi horrible que de le piquer, même si ça ne la dérange pas de se faire piquer par derrière par son aubergine. Ça choque Ito car son métier consiste littéralement à faire des trous dans les gens. Mais alors qu'il tente de la convaincre, on sonne soudain à la porte. Quand Yuki ouvre, elle voit une loli nommée Riko, ravie de voir le chiot. Elle demande alors à Riko si elle est la sœur de Ito. Mais Riko est pétrifiée de choc, n'en revenant pas que son frère pathétique ait dégoté une telle bombe. Peu après, Riko est émerveillée par l'appartement étincelant et le chien touffu, mais elle engueule Ito pour ne pas lui avoir dit qu'une servante plus belle qu'Anne Hathaway vivait chez eux. Il explique qu'il ne voulait pas inquiéter leur mère et qu'il a déjà prévenu leur père qui lui a donné le feu vert pour engager une gouvernante. Pourtant, Riko lui tire les joues en le grondant de ne rien lui avoir dit. Yuki demande alors si elle vit séparément de lui. Riko admet que oui, mais son cerveau de crevette est submergé par la beauté de Yuki. Elle détourne le regard et commence à l'admirer. Ito explique qu'il ne voulait pas la présenter à Yuki car elle est obsédée par les belles choses, mais Riko s'énerve et recommence à le malmener. Ensuite, les filles se présentent l'une à l'autre. Quand Yuki évoque son passé d'assassin, Riko passe à l'étape supérieure en lui demandant un autographe. Yuki s'exécute humblement, mais au moment où elle signe l'autographe, Riko et Ito paniquent complètement car son écriture est aussi illisible que celle d'un charlatan. Voyant cela, Yuki explique qu'elle n'a jamais eu le temps d'apprendre la calligraphie car son ancien métier de tueuse l'obligeait à voyager partout et s'excuse pour ce spectacle peu reluisant. Mais Riko lui remonte le moral en disant que c'est aussi mignon qu'un autographe d'idole. Riko propose d'écrire sur Yuki pour son devoir d'été et lui demande de lui montrer ses coups les plus brutaux. Yuki l'emmène donc dans le jardin. Arrivé là, Yuki pose une pomme sur la tête de Riko et fait un salto arrière en lançant une dague, clouant la pomme à l'arbre. Riko est si bluffée qu'elle la bombarde de questions sur ses couteaux et Yuki explique qu'elle en portait 16 avant, mais depuis que Ito l'a grondée, elle n'en a plus que 5. Mais quand elle veut montrer les couteaux sous ses vêtements, Ito les arrête car son cerveau de puceau ne supporterait pas de voir l'anatomie de Yuki. Peu après, Riko admire la clochette de Yuki et demande si cela ne la gêne pas dans son travail. Mais Yuki explique que ses cibles seraient déjà mortes avant d'entendre le son, ce qui l'impressionne encore plus. Alors que Riko tente d'imiter Yuki, son ventre gronde comme un ogre affamé et Ito se moque d'elle, alors elle explique qu'elle n'a pas mangé de la matinée. Ito décide alors de faire à manger, et quand il demande ce que Riko veut, elle réclame le plat spécial de Yuki qui lui sert du chou émincé car elle a le quotient intellectuel d'un lapin. Cependant, cela ne suffit pas à Riko. Du coup, ils se dirigent tous vers le Burger King le plus proche pour manger un morceau. Riko y aperçoit une affiche annonçant un festival d'été pour le soir même et elle suggère alors joyeusement d'y participer. Ito informe ensuite Yuki que sa sauce spéciale, celle qu'elle aime tant, sera présente au festival. Ça lui met l'eau à la bouche, alors ils décident qu'ils iront tous les trois ensemble. Le soir venu, ils arrivent au festival et Riko tente de gagner un prix au stand de tir mais échoue lamentablement. Quand Yuki prend le fusil, Riko la regarde avec espoir, pensant qu'elle va tout dégommer, mais elle échoue aussi et explique que le tir n'est pas son fort. Mais lors d'un jeu de pêche, Yuki retrouve son aura en bougeant comme Flash et attrape plein de poissons, et Riko lui demande des conseils, alors elle lui montre sa technique secrète. Ensuite, Yuki goûte des biscuits à la sauce spéciale, et c'est si bon que son cerveau déconnecte et elle commence à s'empiffrer avec les autres biscuits. Le marchand est impressionné par l'appétit de Yuki, alors il lui donne un plus gros paquet de biscuits et de sauce, et Riko court chercher une boisson. Ito et Yuki s'assoient sur un muret en l'attendant, et Ito lui demande si c'est son premier festival, elle explique alors qu'elle n'y est allée que pour abattre ses cibles. Soudain, le feu d'artifice éclate, et alors qu'il l'admire, Riko revient et lui donne une boisson avant de les rejoindre pour profiter du spectacle. Mais Ito est si troublé par la beauté de Yuki qu'il finit par renverser sa boisson sur lui, ce qui fait rire Riko. Sur le chemin du retour, il voit un voleur s'enfuir avec le sac d'une femme et il fonce vers Riko, mais Yuki intervient et la sauve, ce qui la fait encore plus admirer la servante. En ramassant leur snack, Ito explique que les ordures comme ce voleur méritent d'être punies, alors Yuki décide d'agir et se lance aussitôt à sa poursuite. Ito et Riko la poursuivent aussi, et Ito craint qu'il n'ait des ennuis si Yuki provoque un incident devant tout le monde. Mais elle arrête le criminel dans une ruelle déserte en lançant des dagues sur sa moto.
Alors qu'elle s'apprête à l'achever, Ito la supplie de l'épargner. Elle lui donne un petit coup sur la tête et dit qu'elle a encore faim, alors il promet de lui racheter des snacks sur le chemin du retour. En rentrant, Riko demande à Yuki si elle est déjà allée à l'école, mais Yuki n'a aucune idée de ce que c'est. Elle lui explique alors que c'est un endroit génial où l'on s'amuse entre amis. Soudain, elle reçoit un message de sa mère lui promettant un ragoût de bœuf, alors elle court devant, toute joyeuse. Pendant qu'il la regarde, Yuki dit à Ito qu'elle veut essayer l'école, et il convient que ce serait une bonne expérience pour elle. Quelques jours plus tard, le nouveau semestre commence. Ito discute avec ses amis quand le professeur arrive et présente Yuki comme nouvelle élève. Elle se présente avec le nom de famille de Ito, ce qui le choque tellement qu'il s'en renverse son jus blanc partout sur le visage. Mais le professeur explique à tout le monde qu'elle est en fait sa cousine, venue de l'étranger, et il l'envoie s'asseoir juste devant lui. En s'asseyant, elle dit à Ito qu'elle a hâte de suivre les cours avec lui, mais toute la classe hallucine car ils l'ont entendu l'appeler maître. Après les cours, Riko les rejoint et leur demande joyeusement comment s'est passée leur journée. Mais Ito est si épuisé qu'on dirait que Méduse l'a vidé de toute son énergie. Il comprend que c'était le plan de Riko qui se réjouit du succès de sa surprise. En rentrant, Riko félicite Yuki d'avoir tout appris sur l'école en 3 jours, mais Yuki explique qu'elle a appris si vite car Riko l'a beaucoup trop encensé. Cependant, Ito s'en fiche et demande comment elles ont organisé le transfert de Yuki dans son école en tant que cousine sans le prévenir. Yuki explique qu'elle a utilisé ses contacts secrets et c'est Riko qui a inventé l'histoire car elle pensait que Yuki serait mieux acceptée en tant que parente. Elle précise qu'elle a gardé le secret car Riko trouvait ça plus drôle ainsi. Riko commence à fêter ça, alors il lui donne un petit coup sur la tête. Voyant cela, Yuki craint d'avoir fâché Ito, mais il explique qu'il est juste un peu surpris et qu'il a hâte de vivre une vie scolaire normale avec elle. Le lendemain, la cloche du déjeuner sonne et tous les élèves se précipitent à la cantine pour un snack spécial appelé pain katsuda. Cela intéresse tant Yuki qu'elle dit à Ito qu'elle en veut aussi pour déjeuner. Cependant, Ito explique que c'est un produit rare qu'on ne peut avoir qu'en courant à la cantine car elle ferme tôt. Il explique ensuite que le pain katsuda est nappé de sauce katsuda mais précise qu'ils n'arriveront jamais à temps car leur classe est trop loin. Pourtant, Yuki passe en mode assassin et lui assure qu'elle aura ce pain katsuda avant de sauter par la fenêtre vers le toit de l'école. Ito la poursuit et lui explique qu'ils auront des problèmes si elle se fait trop remarquer, mais elle l'ignore et continue de courir. En la suivant, Ito réalise qu'il ne peut pas l'arrêter car elle a le regard d'une mannequin OnlyFans voyant une aubergine de 35 cm pour la première fois. Il sait que rien au monde ne l'empêchera d'avoir sa sauce katsuda. À ce moment, la première vague de fans de pain katsuda fonce vers la cantine, et Ito comprend que ça va mal finir si sa soubrette chérie se jette devant eux, alors il commence à paniquer. Pourtant, Yuki saute sur un autre toit et se faufile comme un singe directement dans le restaurant où elle commande un pain katsuda et un sandwich katsuda. Après avoir acheté les encas, elle s'excuse auprès de Ito en expliquant que le pain katsuda est limité à 1 par personne, alors il prend un pain aux croquettes et lui dit que ça lui va. Pendant qu'elle mange, Ito admire son visage charmant et il est content de ne pas avoir gâché son plaisir, mais elle coupe soudain le pain en 2 et lui donne la béquée, ce qui fait disjoncter son cerveau. Quelques jours plus tard, Riko joue avec Shitaro, tout excité à l'idée de dormir sur place ce soir-là. Mais Ito se plaint qu'elle est déjà venue assez souvent cet été, alors elle explique que c'est un grand événement pour elle, car elle veut passer la nuit à parler de K-drama avec Yuki. Tout en déblatérant sur ses fantasmes idiots, Riko dit à Ito que Yuki est amoureuse de lui, mais il dit que c'est impossible car elle n'aime pas ce genre de choses, alors elle lui rappelle qu'elle s'y connaît mieux en fille que lui. Pour prouver son point, il évoque comment Yuki lui a donné du pain katsuda il y a quelques jours, affirmant qu'elle l'a fait sans romantisme, mais Riko s'excite sur le fait que Yuki lui a en gros donné le feu vert pour conclure. Alors que la folle dingue délire sur leur mariage, Yuki arrive soudain et demande qui se marie, alors Riko lui dit que ce serait bien qu'elle devienne sa grande sœur pour de vrai. Elle demande ensuite à Yuki si elle aime Ito, et elle répond qu'elle le chérit tendrement, ce qui fait que son âme quitte son corps. Peu après, ils sont tous les trois assis dehors, et Riko commence à encenser Yuki parce qu'elle est jolie sans maquillage, et elle prétend qu'elle se fera belle avec des tonnes de maquillage quand elle sera mignonne. Mais Yuki dit qu'elle est déjà adorable. Cela rend Riko heureuse car les seules personnes à lui avoir dit ça sont ses parents, et elle demande à Yuki des conseils pour devenir plus jolie. Alors Yuki lui recommande de manger plus de sauce tonkatsu. Pendant que Riko mange un biscuit à la sauce tonkatsu, Ito les regarde et réalise qu'il vaut mieux laisser les filles ensemble car Riko aide Yuki à s'adapter à une vie normale.
Cependant, Riko recommence à le taquiner avec des blagues sur le mariage. Mais Yuki ne connaît pas le concept du mariage, alors Riko lui explique que Ito pourra l'épouser quand elle aura 18 ans, ce qui signifie qu'elle portera officiellement son nom. Ito lui dit d'arrêter ses bêtises, mais Riko lui rappelle que se marier avec Yuki lui donne un accès illimité à son petit jardin secret, alors il finit par céder, et elle se moque de lui encore plus. En classe le lendemain, Ito s'endort à cause de tout le stress que Riko lui a fait subir la nuit précédente, et le professeur lance une craie pour le réveiller. Mais Yuki la tranche en deux, et les deux morceaux finissent par lui piquer les yeux. Ito se rend à l'infirmerie pour faire examiner ses yeux, et là il rencontre une femme aux formes généreuses nommée Moriyama qui remplace l'infirmière. Quand elle demande quel est son lien avec Yuki, le gars ment en disant qu'elle est sa cousine, mais ça la fait rire car il ne lui ressemble pas du tout. Après avoir examiné ses yeux, Moriyama passe soudainement en mode déchaîné et grimpe sur lui en promettant de recréer ses scènes préférées de Cornub avec lui. Mais Yuki fait soudainement irruption dans la pièce pour prendre de ses nouvelles, alors il court se cacher derrière elle. Tout en les taquinant, Moriyama tend des gouttes pour les yeux à Ito, mais Yuki le tire soudainement en arrière et lui demande avec colère de ne plus jamais l'approcher, faisant réaliser à Ito qu'elle est jalouse. Elle entraîne ensuite Ito dans le couloir, où elle s'excuse pour son comportement avant de révéler que Moriyama est en fait une assassine tout comme elle. Pendant ce temps, à l'infirmerie, Moriyama fixe une photo de Ito passant du temps avec les filles et déclare qu'elle détruira la fausse famille de Yuki. Apparemment, le vrai nom de Moriyama est Grace, et son rêve est de passer le reste de sa vie sur l'île de Santorin à se faire prendre par des centaines d'hommes bâtis comme Dwayne Johnson. À cette fin, elle a recueilli des informations et tué tant de gens, et maintenant, elle sent que son rêve est enfin à sa portée car la prime pour la tête de Yuki est suffisante pour acheter le manoir de Drake. Cette nuit-là, Ito a du mal à dormir parce que Yuki le surveille comme un hibou à bout portant. Mais quand il s'en plaint, elle explique qu'elle doit le faire parce qu'elle n'a aucune idée du moment où Grace frappera. Elle demande ensuite à être son garde du corps jusqu'à ce qu'elle puisse obtenir plus d'informations sur Grace, mais Ito dit qu'il n'est pas à l'aise avec l'arrangement actuel, alors elle va plus loin en s'allongeant dans le lit à côté de lui, ce qui le trouble encore plus. Il lui dit qu'il s'inquiète pour elle, mais elle l'assure qu'elle serait capable de démanteler son adversaire d'une seule main, même en dormant. Elle souligne ensuite que Grace a pu la retrouver grâce à ses actions passées et tient la main de Ito tout en lui promettant qu'elle le protégerait quoi qu'il arrive parce qu'il lui a montré à quel point le monde peut être chaleureux. Cependant, Ito dit qu'il s'inquiète toujours pour elle et qu'il ne veut pas la perdre, même s'il sait qu'il ne peut rien faire. Alors qu'il tente d'ouvrir la fenêtre, Yuki l'arrête et l'ouvre pour lui tout en expliquant qu'il pourrait y avoir un tireur d'élite dans les parages. En regardant par la fenêtre, Yuki sent de la sauce Katsuda à proximité, et cela la distrait assez longtemps pour que Grace se faufile et attrape Ito. Grace la traite d'imposture pour être tombée dans un piège aussi grossier et affirme qu'un groupe connu sous le nom de Loup Blanc des Neufs du Dragon aurait honte d'elle. Yuki tente d'attaquer, mais Grace l'arrête en lui rappelant qu'elle peut écraser le globe oculaire de Ito avant qu'elle ne s'approche, alors Yuki parle chinois tout en menaçant de l'anéantir de manière brutale si elle blesse Ito. Grace révèle en fait qu'elle a bel et bien l'intention de tuer Yuki, mais elle admet ouvertement qu'elle devra malheureusement utiliser des tactiques sournoises, car elle sait pertinemment qu'elle n'est pas du tout assez puissante pour y parvenir toute seule. Elle lui dit ensuite de venir à l'école pour 2 heures du matin et promet qu'elle garantira sa sécurité jusque-là. Après le départ de Grace, Yuki se souvient que son maître lui a dit qu'elle ne pourrait jamais échapper à son passé taché de sang, et elle est d'accord avec lui parce qu'elle sait que Ito ne ferait pas face à un tel danger s'il ne l'avait pas rencontré. Elle conclut que sa vie normale était un rêve éphémère et décide qu'elle détruira Grace. Et après avoir assuré la sécurité de Ito, elle quittera le pays pour tout arranger. Cependant, elle se souvient que Ito lui a dit qu'il ne voulait pas la perdre, et cela lui fait réaliser que ce qu'elle veut vraiment, c'est une vie heureuse avec lui. Pendant ce temps, Grace attache Ito à une clôture dans la cour de l'école, et elle lui demande s'il déteste Yuki d'être la cause de sa captivité. Mais il lui répond qu'il croit en Yuki parce qu'elle a promis de le protéger. Grace est agacée par le fait que cet incel fasse preuve de courage, alors elle s'éloigne mais lui dit qu'elle se fiche qu'il vive ou meure car son vrai but est d'éliminer Yuki. Ito lui demande pourquoi elle appelle Yuki par son nom chinois, Xu Wei, alors elle lui explique que Yuki est une meurtrière impitoyable au cœur de pierre, la 4e des Neufs du Dragon, surnommée le Loup Blanc. Cependant, le gars ne comprend pas ce que sont les Neufs du Dragon, alors elle explique que c'est le groupe d'assassins ultimes formé en rassemblant des talents de divers pays, et on pense que chaque événement majeur de l'histoire humaine a été orchestré par un membre des Neufs du Dragon. En raison de la puissance écrasante qu'ils possèdent, de nombreux groupes s'opposent à eux. Grace souligne ensuite que si elle assassine Yuki, l'une des Neufs du Dragon, sa réputation montera en flèche, et elle aura assez d'argent pour réaliser ses rêves.
Cependant, Ito affirme que la Yuki qu'il connaît est une écolière qui agit comme une princesse Disney, mais Grace soutient qu'elle est le vrai loup blanc, car elle l'a observé pendant 3 semaines. Grace sent que quelque chose cloche chez Ito, car aucun être humain normal ne pourrait tenir calmement une conversation en étant ligoté comme une dinde de Thanksgiving, et elle sent qu'il y a quelque chose en lui qui a fait fondre le cœur de Yuki. Cependant, elle estime que sa victoire est assurée, car Yuki serait plus faible maintenant qu'elle a quelque chose à protéger. Quand l'horloge sonne 2 heures, Yuki arrive à l'école et court à la Naruto en chargeant vers Grace, et Grace tire quelques balles sur elle, mais elle les dévie avec ses lames. Cependant, Grace sort son atout en faisant sauter les mines terrestres qu'elle a fixées au sol, provoquant une explosion directement sous Yuki. Mais Yuki traverse l'explosion et croise le fer avec elle. Ito se dit soulagée que Yuki aille bien et elle promet de le sauver, mais Grace commence à la manipuler en soulignant que Ito ne l'aimerait pas s'il découvrait toutes les atrocités qu'elle a commises. Cependant, Yuki lui dit d'arrêter son baratin et d'en finir vite car rester éveillé plus tard que cela rendrait Ito en retard pour l'école, et Grace s'en trouve irritée. Mais Yuki la provoque encore plus en disant que la sauce Katsuda a plus de valeur que sa garde-robe. Grace active alors une télécommande, ce qui déclenche une série de fusils de précision laser pointés sur Ito tout en disant à Yuki qu'elle criblerait son homme de balle si elle résistait. Mais Yuki ignore cet avertissement et se précipite vers elle. Voyant cela, Grace appuie sur les boutons pour tirer, mais Yuki lance des couteaux qui dévient les balles avant qu'elles n'atteignent Ito. Et juste au moment où Grace tente de tirer une autre salve, elle détruit la télécommande avec une autre lame. D'un regard froid, Yuki dit à Grace d'accepter la défaite, mais Grace pointe un pistolet sur Ito, alors Yuki le fait voler d'un coup de pied et l'assomme avec un coup de pied à la Bruce Lee. Assise impuissante au sol, Grace dit à Yuki qu'elle ne pourra jamais vivre heureuse avec Ito, car même si elle la tue, d'innombrables autres viendront après elle pour se faire un nom. Cependant, Yuki lui dit qu'elle ne tuera personne et ne laissera personne mourir à cause d'elle, mais qu'elle utilisera plutôt tout son pouvoir pour protéger la vie normale qu'elle a obtenue par sa propre volonté. Cela choque Grace au plus profond d'elle-même, car elle sait que le loup blanc est l'assassin le plus fort qui ne laisse jamais sa proie s'échapper, et elle rit d'avoir frôlé la mort de si près. Sur le chemin du retour, Yuki s'excuse auprès de Ito de l'avoir impliqué dans ces guerres d'assassins, et elle propose de disparaître de sa vie pour le protéger, mais il lui prend la main en lui demandant de lui apprendre à se défendre pour qu'il puisse l'aider la prochaine fois. Avec un sourire chaleureux, Yuki accepte, alors Ito la ramène joyeusement à la maison. Quelques jours plus tard, Yuki joue au volley avec les autres filles de la classe pendant que les garçons, assis dans un coin, l'idolâtrent comme si elle était le messie du volleyball. Et même si Ito reconnaît qu'elle est incroyable, il est toujours troublé par le combat digne de Mission Impossible qui a eu lieu l'autre soir. En particulier, toutes les révélations sur le passé de Yuki en tant qu'assassin surpuissant le perturbent énormément, alors il consulte ChatGPT pour obtenir des informations sur les 9 du dragon. Cependant, il est impressionné que Yuki continue de s'efforcer de mener une vie normale, et elle le regarde avec un sourire chaleureux, ce qui rend tous les garçons fous de jalousie. Soudain, le ballon est lancé à toute vitesse vers Ito, mais Grace l'attrape juste à temps et commence à s'amuser autour de lui, le faisant trembler de peur. Un peu plus tôt, Grace a rencontré Yuki et Ito sous son nouveau déguisement de blonde et a expliqué qu'elle jouait désormais le rôle de la nouvelle prof de sport, qui est aussi l'une des sœurs aînées de Yuki venant de Tokyo. Ito a rétorqué que l'histoire était trop compliquée, mais elle a expliqué qu'elle était douée pour les déguisements car sa spécialité est l'espionnage. Alors qu'elle les taquinait, Yuki lui a demandé ce qu'elle leur voulait. Grace a donc précisé qu'elle n'essaierait plus de les tuer et a proposé un marché. Elle ne toucherait plus à Ito en échange d'un an de pain Katsuda. En entendant cela, Yuki a accepté et lui a serré la main, mais Ito craignait qu'elle ne se joue d'eux. Yuki a alors expliqué qu'il n'avait pas à s'en faire, car, dans leur monde, il est interdit d'attaquer des gens normaux sans raison, et elle a promis de le protéger si Grace recommençait. Grace a ajouté à cela en assurant à Ito qu'elle ne ferait que les observer de loin. Mais pour l'instant, elle le câline comme une sugar mommy qui a envie de sa saucisse, tout en lui disant qu'elle préférait son ancien déguisement d'infirmière car il lui permettait de glander. Ito lui rappelle sa promesse de rester à l'écart, mais elle prétend que c'est exactement ce qu'elle fait en lui murmurant à l'oreille, alors il se plaint qu'elle est trop proche. Quand elle remarque que Yuki est jalouse, elle remue le couteau dans la plaie en lui faisant signe et en se montrant encore plus provocante dans ses taquineries. Mais cela agace tellement Yuki qu'elle smash le ballon avec une telle force qu'il déchire le filet et s'encastre dans le mur. Des heures plus tard, Yuki déjeune avec Ito, qui lui demande pourquoi elle a soudainement pété les plombs. Elle explique alors qu'elle se sent peu sûre d'elle dès qu'elle le voit avec quelqu'un de la pègre, même si elle sait que Grace a promis de ne pas lui faire de mal.
Quand elle demande si c'est normal, Ito a des flashs de Grace prenant des poses OnlyFans pour lui, mais il ignore ses instincts de pervers et lui dit que c'est normal, alors elle le serre dans ses bras. Le lendemain matin, Yuki enfile son gilet de soubrette et se rend à la cuisine pour faire bouillir de l'eau, puis elle va à la machine à laver où elle s'extasie devant une serviette fraîchement lavée. Dès que Ito descend, elle se précipite vers lui et lui raconte joyeusement à quel point la serviette est douce, ce qui rend Ito heureux car elle a enfin réussi une lessive après avoir échoué lamentablement pendant un mois entier, alors il la félicite. Ensuite, Yuki s'occupe de toutes les corvées ménagères, puis Ito demande ce qu'il pourrait dîner puisqu'il n'y a que du chou dans le frigo, alors elle suggère de manger le même plat avec la sauce qu'ils ont pris le premier jour. Plus tard, au marché, Ito attend que leur poulet Wingstop soit prêt, mais Yuki commence à baver devant le stand car c'est là qu'est née la sauce Katsuda. Ito dit qu'il comprend ce qu'elle ressent car il est allé voir un spectacle de héros quand il était plus jeune et qu'il était encore plus à fond qu'elle. Pendant que la marchande informe Ito sur leur commande, Yuki attire son attention sur le vieux chef au fond qui découpe le poulet avec tant d'adresse qu'elle suppose qu'il est secrètement l'un des capitaines du Gotei 13 dans Bleach. Quand la dame demande à Ito pourquoi sa copine agit comme une écervelée, il explique qu'elle est fan de la sauce Katsuda et elle révèle que c'est elle qui la prépare, ce qui fait conclure à Yuki qu'elle est le Goku des chefs. Alors que Ito la flatte, Yuki la remercie aussi et explique que par le passé, toute nourriture avait un goût de crottin de cheval pour elle, mais la sauce Katsuda a changé sa vie en lui faisant découvrir la chaleur d'un repas pour la première fois. Avec une humble révérence, Yuki remercie passionnément la vieille dame une fois de plus et celle-ci explique que la chaleur qu'elle ressent est le bonheur et que c'est ce qui lui a permis de vraiment apprécier la sauce, ce que Yuki finit par admettre. La dame lui fait alors goûter un peu de sauce et ses papilles s'envolent aussitôt au 7e ciel, alors elle nappe les plats devant Ito. Ce soir-là, après le dîner, Yuki demande à Ito de se reposer pendant qu'elle fait la vaisselle. Alors il s'allonge sur le canapé où il réalise que le côté féminin de Yuki la fait paraître tout sauf une assassine. Par curiosité, il cherche sur internet des détails sur les 9 dragons, mais il ne voit que des histoires de légendes chinoises, alors il envisage de demander à Yuki elle-même. Cependant, il réalise qu'elle ne voudra peut-être pas en parler car c'est un passé douloureux qu'elle veut oublier, alors il décide d'attendre qu'elle partage son passé de son plein gré, même s'il meurt d'envie d'en savoir plus sur elle. En dormant, il fait un cauchemar où sa mère l'abandonne à nouveau, mais tout s'éclaire soudain quand il entend la voix de Yuki, et quand il se réveille, il remarque qu'il est dans ses bras. Elle explique qu'elle est venue voir comment il allait après l'avoir entendu gémir et qu'elle l'a rattrapé quand il est tombé vers elle. Mais soudain, le visage du gars entre en contact avec ses melons tout doux, ce qui le fait paniquer. Après s'être écarté d'elle, il explique qu'il a encore fait un cauchemar sur sa mère, alors elle lui propose de refaire une sieste sur ses cuisses, mais il refuse pour s'empêcher de renverser de la sauce blanche partout sur elle. Soudain, son téléphone tombe par terre et Yuki voit qu'il fait des recherches sur les 9 dragons. Alors, il explique qu'il veut en savoir plus sur elle, mais elle révèle qu'elle ne sait pas grand-chose sur le groupe car elle ne faisait qu'obéir aux ordres de son maître et n'a jamais parlé à aucun des membres. Yuki souligne ensuite qu'elle ne s'est pas encore totalement adaptée au monde lumineux dans lequel elle vit, mais chaque fois qu'elle voit le visage de Ito, cela lui rappelle qu'elle n'est qu'une fille qui essaie d'être normale. Ito lui rend l'appareil en disant que lui aussi se sent à l'aise chaque fois qu'il voit son visage, et il la remercie de rester avec lui, mais sa beauté fait surchauffer son cerveau. Elle lui propose alors d'utiliser ses genoux comme oreiller s'il fait un mauvais rêve et il lui raconte comment elle est apparue dans son rêve comme une héroïne qui l'a sauvée de la solitude. Le lendemain matin, Yuki fait bouillir de l'eau dans la cuisine, fait la lessive et toutes les autres tâches ménagères. Ensuite, elle se rend au marché pour acheter des ingrédients pour le dîner, mais pendant que le marchand emballe ses légumes. À ce moment-là, une gamine attire l'attention de Yuki et lui dit qu'elle l'admire depuis des heures et qu'elle veut lui ressembler. Yuki est ravie d'entendre ça, alors elle demande à Yuki où elle a eu ses vêtements, et juste au moment où Yuki envisage de l'envoyer chez Walmart, la petite fille dit que les gens normaux ne portent pas ses vêtements, ce qui laisse Yuki sans voix. Ito arrive alors d'une supérette et s'approche de Yuki, alors elle lui demande s'il est normal que les gens portent des tenues de soubrette. Le dimanche suivant, Ito emmène Yuki faire du shopping et il rencontre par surprise Riko qui explique qu'elle a choisi de faire une entrée surprise après avoir entendu parler de ses projets. Yuki aborde ensuite le sujet délicat des énormes usines à lait en demandant ce que Grace fait là et elle explique qu'elle a décidé de venir après avoir entendu leur conversation via un micro caché dans leur salon car elle sait que le puceau n'a aucune idée de comment choisir des vêtements de fille. Riko demande à Grace si elle est aussi une assassine, et Grace la serre fort dans ses bras tout en admettant qu'elle l'est, ce qui fait que Riko s'extasie sur sa bonne odeur.
Suivant la recommandation de Riko, ils se rendent dans un magasin voisin où Yuki essaie une tenue qui lui donne l'air d'une Cendrillon japonaise. Mais Ito se plaint que cela attirerait encore plus les regards sur elle. Cependant, Yuki se plaint que la robe l'empêcherait de bouger, mais sa paparazzi personnelle, Riko, prend 1 million de photos d'elle tout en affirmant qu'elle est plus belle que Sydney Sweeney. Alors que Ito se dispute avec Riko, Grace leur dit que c'est à son tour de choisir une tenue, et elle leur promet de choisir une tenue d'adulte. Pourtant, elle finit par faire porter à Yuki une tenue de flic sexy, mais Ito se plaint qu'ils auraient des ennuis si elle portait ça en ville, et Yuki souligne qu'elle ne peut pas cacher ses couteaux dans une telle tenue. Voyant que Grace et Riko ne sont pas sérieuses, il leur demande de le laisser faire, mais elles insistent pour l'emmener dans d'autres endroits. Cependant, elles ne font porter à Yuki que des vêtements de la collection personnelle d'Angela White. Et quand Ito se plaint, elle lui demande quel genre de vêtements il préférerait lui voir porter. Il décrit donc une charmante tenue de Blanche-Neige, ce qui pousse Grace à le taquiner. Des heures plus tard, ils rentrent chez eux après le shopping et Ito dit à Yuki qu'ils ont fini par prendre tout ce qu'elle a essayé au lieu de choisir. Elle explique alors qu'il était trop difficile de choisir. Ils arrivent bientôt dans un magasin d'Halloween et Riko suggère joyeusement de prendre une tenue d'Halloween pour Ito en préparation de leur événement d'Halloween. La fratrie essaie des tenues de Dracula de mauvaise qualité, et Grace porte un cosplay de police tiré d'un de vos films Brother préférés, tandis que Yuki se déguise en magicien d'Oz. En regardant autour de lui, Ito remarque que le magasin diffuse une version bon marché de The Last of Us, et il les informe que c'est sa série préférée, alors les filles suggèrent d'y aller. Cependant, Yuki dit qu'elle se sent bizarre à l'idée d'aller au cinéma parce que chaque fois qu'elle l'a fait par le passé, c'était pour éliminer ses cibles, et elle n'a jamais regardé de film en soi. Malgré cela, Ito l'emmène voir le film avec les autres filles, et ils arrivent bientôt à une scène de zombies intense qui fait trembler Yuki de peur. Après le film, Yuki est toujours consternée, alors Riko lui demande pourquoi elle se recroqueville alors qu'elle est assez puissante pour détruire tous les zombies. Mais Yuki explique qu'elle ne supporte pas l'odeur des cadavres en décomposition. En rentrant, Riko commence à s'extasier sur la délicieuse crêpe qu'elle a achetée, et quand elle en donne un morceau à la tueuse, Yuki dit que c'est délicieux. Voyant cela, Grace demande à Ito de goûter aussi son encas, mais Ito refuse car il sait qu'elle a pu y glisser du Viagra. Pendant qu'ils discutent, une fille aux cheveux roses nommée Naka regarde de l'autre côté de la rue, semblant intéressée par leurs activités amusantes. Mais son frère l'attrape et lui dit de ne pas se laisser distraire comme ça, car ce n'est pas digne d'une ekek. Elle s'excuse alors auprès de lui, alors il lui dit d'entraîner le haut de son corps ce soir-là et s'en va. Après s'être séparé de Grace, Ito dit à Yuki qu'il veut raccompagner Riko chez elle. Alors que la fratrie s'éloigne, Yuki se regarde dans le miroir et contemple les vêtements qu'ils lui ont achetés. De retour chez elle, elle remet sa tenue de soubrette et va caresser Chitaro pour voir que le stupide chien a déchiqueté la serviette. Plus tard dans la soirée, un violent orage éclate dans leur quartier, ce qui inquiète Ito pour Yuki. À la maison, Yuki déprime car le courant est coupé, mais la foudre tombe soudainement, lui rappelant le film de zombies effrayant qu'elle a vu plus tôt. En marchant dans le couloir, Yuki entend un grand bruit venant de Chitaro qui s'amuse dans la cuisine. Et alors que des pas s'approchent d'elle, elle a si peur qu'elle sort son couteau. Cependant, il s'est avéré que c'était Chitaro enveloppé dans une serviette. Et quand Ito revient, elle s'excuse d'avoir accidentellement déchiqueté sa serviette par peur. Ito remarque qu'il ne peut pas réparer la serviette, mais elle promet de le faire de toutes ses forces. Alors il lui confie la tâche et caresse Chitaro. Il demande ensuite si elle porte sa tenue de soubrette parce qu'elle n'aime pas les vêtements achetés, mais elle explique que même si elle les aime, sa tenue est un cadeau précieux de son maître et son seul lien avec lui après sa mort. Son maître lui a dit un jour qu'elle pouvait arrêter de tuer si elle le voulait, mais à l'époque, elle n'avait pas compris, alors elle l'a servi comme assassin jusqu'à sa mort. Cependant, aujourd'hui, cette tenue lui a permis d'être avec Ito, alors elle veut continuer à la porter, même si ça ne semble pas normal. Mais Ito dit qu'il est normal de porter ce qu'elle aime et d'avoir peur des zombies, et lui conseille de faire ce qui lui convient. En jouant avec Chitaro, Ito remarque que la serviette qu'il mord est celle qu'il portait quand il l'a trouvée, ce qui pourrait les aider à retrouver sa famille. Voyant cela, Yuki décide de réparer la serviette avant le dîner et explique à Ito qu'elle comprend Chitaro car sa clochette appartenait à sa petite sœur disparue. Mais Ito est choqué d'apprendre qu'elle a une petite sœur. Le lendemain, Ito se détend dans un restaurant de ramen avec Yuki et Grace. Mais Grace lui dit qu'elle ne sait rien de la petite sœur de Yuki, ce qui l'agace puisqu'il l'a déjà soudoyée avec des ramen. Malgré ses plaintes, l'effrontée blonde engloutit tout son bol de ramen et commence à jacasser sur le fait que c'est meilleur que la sauce à la crème de Johnny Sins. Mais elle remarque que l'assassin étourdi verse une bouteille entière de sauce katsuda dans ses ramen, alors elle la gronde pour son manque de culture.
Un peu plus tard, Ito et Yuki vont au magasin de la vieille marchande pour de la sauce Katsuda, mais elle leur annonce qu'elle est en rupture de stock car des étudiants ont tout acheté pour un festival. Elle s'excuse auprès de Yuki pour la déception et lui dit qu'elle devra attendre une semaine avant d'en racheter. Et même si Yuki est à l'agonie, elle remercie la vieille dame de toujours préparer cette délicieuse sauce. Sur le chemin du retour, Ito se plaint qu'il sera difficile de faire durer le peu de sauce Katsuda une semaine entière, mais elle l'assure qu'elle en chérira chaque goutte. Il lui demande ensuite de quoi elle aimerait parler quand elle reverra sa sœur. Mais Yuki explique qu'elle ne se souvient ni du visage de sa sœur ni de ses parents car ses souvenirs du passé sont flous. Mais elle se rappelle que sa mère leur a donné une clochette, à elle et à sa sœur. Même si elle veut revoir sa sœur, elle a peur de la rencontrer, car elle pense que sa petite sœur lui en voudrait. En entendant cela, Ito s'en veut d'avoir impliqué Grace, mais Yuki dit que ce n'est pas grave, car elle serait soulagée de savoir que sa sœur va bien, même sans se voir. Juste après, les amis de Ito, Taiga et Kobachi arrivent, et Kobachi commence à engueuler Ito pour les avoir lâchés pour traîner avec des canons. Mais Taiga le retient et remercie Yuki d'aider Ito à s'amuser plus qu'avant. Cela la rend confuse, alors Taiga explique que Ito était un rebelle dans leur ancienne école et qu'il portait des tenues d'homme en noir ringarde juste pour avoir l'air cool. Comme si ce n'était pas assez embarrassant, Taiga révèle que Ito ne sait pas faire le ménage parce que c'était un gamin têtu qui n'utilisait ses mains que pour se bagarrer. Mais Ito lui couvre la bouche tout en menaçant de lui couper les bijoux de famille s'il dit un mot de plus. Pendant le chahut, l'album de musique que tient Taiga lui échappe des mains, mais juste au moment où il va tomber dans un égout, Yuki jette son sac pour le sauver. Cependant, sa sauce Katsuda restante s'envole de son sac et se répand sur le sol, ce qui la paralyse de choc. Plus tard dans la soirée, Yuki fait un cauchemar où une grosse bouteille de Katsuda de 18 pouces de viande la frappe pour se venger d'avoir renversé son camarade. Quand elle se réveille, Ito vient voir comment elle va, mais elle commence à se plaindre qu'il n'y a plus de raison de vivre puisque la sauce Katsuda la déteste maintenant. Après qu'elle a expliqué son rêve, il promet de lui racheter de la sauce Katsuda, mais elle révèle que ce n'est pas la seule chose dont elle a rêvé. Pendant les nuits suivantes, Yuki fait encore plus de cauchemars, alors elle finit par demander à Ito de dormir à ses côtés puisqu'elle n'y arrive pas, mais il propose de lui tenir compagnie en discutant à la place, car il étudie cette nuit-là. Pendant que Ito résout ses problèmes de maths, Yuki souligne que c'est une personne gentille, aimée par son entourage, et elle lui demande s'il a déjà ressenti de la haine envers quelqu'un. Il explique alors qu'il garde ses distances avec son père à cause d'un drame familial survenu dans le passé. En entendant cela, Yuki se rappelle que sa sœur lui a dit qu'elle la détestait, et elle décide de retourner dans sa chambre pour ne plus le distraire davantage. Dans ses rêves, la bouteille de Katsuda géante apparaît et commence à la manipuler en prétendant que Ito ne veut plus être avec elle à cause de ce qu'elle a fait. Il diffuse ensuite un souvenir de quand elle était plus jeune et à l'époque, c'était une prodige qui avait de superbes capacités d'observation et des compétences athlétiques. Cependant, elle manquait d'intérêt pour toutes ses capacités et cette attention, car la seule chose à laquelle elle prêtait attention était le sourire sur le visage de ses parents. Un soir, pendant le dîner, la sonnette a soudainement retenti et ses parents sont allés ouvrir la porte et elle a essayé de les arrêter, mais ils sont partis et se sont fait assassiner. Cela a rendu Yuki si déprimée qu'elle a pleuré et s'est blâmée. Et après que Yuki a été kidnappée, sa sœur a également été entraînée dans toute cette histoire. La douleur de perdre sa famille lui a fait perdre toutes ses émotions et sa fixation est passée de ses parents à sa sœur. Cependant, quand sa sœur a vu que Yuki était devenue une meurtrière de sang-froid, elle a dit avec colère qu'elle la détestait et lui a jeté sa clochette. Puisqu'elle a été rejetée par sa sœur, il ne restait plus à Yuki que la vie d'assassin, alors elle s'est investie et a tué de nombreuses personnes jusqu'à devenir finalement la plus forte assassin du monde. Un jour, un homme aux cheveux blancs avec une voix aussi douce que celle de Michael Jackson l'a trouvée et l'a prise comme disciple. Soudain, Ito réveille Yuki de son rêve et lui demande si elle va bien puisqu'il l'a entendue gémir dans son sommeil. Mais elle l'attrape soudainement et le tire vers le lit, le faisant frissonner comme un parfait idiot. Cependant, Yuki lui demande de lui faire un câlin pendant quelques minutes de plus et il remarque que ses mains tremblent, alors il lui demande si elle a fait un cauchemar. D'une voix brisée par l'angoisse, elle lui dit qu'elle a eu un souvenir de son lointain passé. Alors il la réconforte en lui tapotant le dos tout en lui expliquant que c'est une technique que sa mère utilisait sur lui. Le lendemain, pendant le déjeuner, Ito et ses amis expliquent les activités du festival Katsudon à Yuki et ils mentionnent que la classe gagnante du concours reçoit une sauce Katsudon spéciale, ce qui la fait baver comme un robinet qui fuit. Kobachi dit qu'ils doivent maintenir leurs notes pour avoir une chance de gagner. Alors Ito demande à Yuki quel a été son score au dernier test et elle révèle joyeusement qu'elle a réussi à éviter l'échec.
Cependant, Ito brise ses espoirs en l'informant qu'elle n'est pas au niveau puisqu'elle a obtenu 42 alors que la moyenne de la classe est de 60 et cela la fait paniquer, alors il lui cite des phrases d'Oprah Winfrey pour la motiver. Peu après, Grace informe Yuki qu'elle ne peut pas participer au festival car elle a échoué au test de gym en oubliant d'écrire son nom sur la feuille de réponse. Cependant, Yuki fonce autour d'elle plus vite qu'Aitren et écrit son nom en un clin d'œil, forçant Grace à la laisser passer. Après le départ de Grace, Yuki repère Naka qui se cache tout en parlant de ses projets pour servir Ito et quand il l'approche, elle leur dit qu'elle connaît un moyen de gagner le festival. À la maison, Naka bouge comme Zoro en combattant des mannequins d'entraînement mécanique avec des bâtons de kendo, mais ils finissent par la dominer, alors son frère, Tatsu, la sauve et lui rappelle qu'ils doivent perpétuer l'héritage de leur lignée d'arts martiaux, alors elle promet de faire de son mieux. Alors que Tatsu s'éloigne, Naka est triste d'avoir encore déçu son frère, mais celui-ci est soulagé que le joli visage de Jake n'ait pas été blessé. Le jour du festival, le maître de cérémonie annonce que la compétition entre classes consistera en un jeu de gendarmes et voleurs qui commencera à 14 h. Dans la salle du conseil des élèves, la vice-présidente demande au président Tatsu s'il s'en sortira puisqu'il sera le seul policier dans le jeu de gendarmes et voleurs, mais il l'assure que tout ira bien. Il évoque ensuite Yuki, alors la vice-présidente, Mira, explique qu'une grande partie de son passé est inconnue, même si elle est actuellement considérée comme la cousine de Ito, et cela l'inquiète car elle est dans la même classe que sa chère Naka. Comme il soupçonne qu'elle pourrait être une ennemie du conseil, Tatsu décide de mener l'enquête lui-même lors de sa patrouille avant de quitter la pièce. Pendant ce temps, la classe de Ito organise un café mascotte et Naka prépare des biscuits pour Tatsu tout en expliquant à Ito que son frère est parfait et productif, contrairement à elle qui est petite et faible. Et la raison pour laquelle elle veut gagner est de lui montrer qu'elle peut accomplir quelque chose pour qu'il puisse enfin la reconnaître. Ito remarque que Naka se montre timide en présence de Yuki. Mais il la remercie de leur avoir donné les informations dont ils ont besoin pour gagner le concours. Soudain, une personne déguisée en bouteille de Katsuta arrive et Yuki tombe amoureuse au premier regard jusqu'à ce que Taiga retire son masque pour révéler son visage haché. Ito demande à Naka pourquoi il ne l'a vue à aucun cours de gym, alors elle explique qu'elle ne veut pas se faire remarquer et leur dit qu'elle est douée pour la course, même si elle n'est pas aussi rapide que son frère. Yuki promet de faire de son mieux pour renverser le conseil des élèves, et Naka admet qu'elle ne battra jamais son frère si elle abandonne avant d'avoir essayé. Pendant ce temps, une servante approche Tatsu au café, mais il l'effraie avec son aura car il est furieux qu'on force sa reine, Naka, à parler comme une simple soubrette et il jure de ne jamais pardonner à Yuki. Peu après, Ito et les autres se voient dans le couloir et Taiga se vante qu'il deviendra la mascotte numéro 1 à la télé, mais Ito réalise que Yuki n'est peut-être pas à l'aise à l'idée de passer à l'écran. Avant qu'il ne demande, Riko arrive et les gronde pour leur paresse. Alors Ito explique que Yuki a une compétition bientôt. Alors qu'ils s'amusent, Naka avoue à Yuki qu'elle n'a pas d'amis et lui demande timidement d'en être une. Yuki accepte et Naka s'extasie déjà sur les mêmes Barbenheimer que les gens feront avec leurs selfies. Ito leur propose de rejoindre les autres pour faire le tour du festival, mais Naka explique qu'elle a un truc à régler avant de s'enfuir. Quand Ito demande ce qu'il se passe, Yuki l'embrouille encore plus en demandant ce que signifie être ami. Pendant ce temps, Naka court dans le couloir, surexcité par sa nouvelle amitié avec la reine gothique, et décide de faire un effort supplémentaire pour assurer leur victoire à la compétition. Après avoir sauté au sol, elle espionne la conversation dans la salle du conseil des élèves, et ce qu'elle entend, l'alarme. Bientôt, la compétition débute et l'animatrice présente une superbe invitée nommée Naska, ce qui fait hurler de joie toute la foule. Les règles du jeu sont simples. Si le président Tatsu capture tous les voleurs et les met en prison, les flics gagnent. Mais si un seul voleur s'échappe, les voleurs gagnent. L'animatrice explique aussi qu'un voleur peut s'évader s'il est touché par un voleur de la même classe. Et Naska annonce une nouvelle règle. Tous les participants doivent porter la tenue de leur stand de classe pour l'événement. En entendant cela, Naka s'excuse auprès de son équipe pour le retard d'information, mais Yuki lui dit de ne pas s'en vouloir car Ito lui a dit qu'un ami aide toujours quand son pote est dans le pétrin. Elle se rappelle alors Ito lui disant de mettre un costume de loup, expliquant qu'il vaut mieux cacher son visage pour éviter que d'autres assassins ne la voient à la télé et ne l'attaquent. Cependant, après avoir mis le costume, elle affirme que cela jouera en sa faveur. Monsieur Complexe de la sœur trouve Naka mignonne dans son costume et commence à baver intérieurement, mais son visage fait peur. Alors elle détourne le regard, ce qui l'énerve car il croit qu'elle l'a lâché pour Yuki. Soudain, Mina et sa jumelle marchent vers Tatsu et l'animatrice demande ce qu'elles font puisque c'est lui le flic. Mina lui rappelle qu'il n'est pas interdit de se faire prendre exprès et déclare qu'elle soutiendra Tatsu depuis la prison.
Une fois la compétition lancée, Tatsu fonce partout comme une version psychopathe de Reverse Flash et neutralise tous les voleurs jusqu'à ce qu'il ne reste que Taiji Haji et les filles. Taiji Haji tente de résister en citant un discours d'Eren Jaeger, mais Tatsu envoie l'idiot valser avant de défier Yuki. Naka conseille à Yuki de s'enfuir avec elle, mais Yuki refuse, et quand Tatsu l'attrape, elle riposte avec du kung-fu aérien. Voyant son ami en difficulté, Naka l'aide en activant un écran de fumée, ce qui lui permet d'échanger sa place avec Yuki. Tatsu finit par l'éliminer accidentellement et Yuki se souvient alors d'un discours que Ito lui avait fait plus tôt, exprimant son désir de remercier ses amis pour l'avoir aidé durant ces moments difficiles. Après que Mina réussisse à capturer Naka, l'affrontement se transforme en un duel en tête-à-tête entre Tatsu et Yuki. La foule, en extase, présente ce match comme bien plus grand et plus épique que Tyson contre Mayweather. Alors que ces deux véritables colosses s'apprêtent à en découdre, Yuki se met à réfléchir à ce qu'elle pourrait bien manger pour le dîner. Cependant, Tatsu, agacé, la réprimande, lui reprochant de vouloir devenir son amie sans rien savoir d'elle. Cependant, Yuki se remémore alors les paroles d'Ito, ce qui lui donne la motivation nécessaire pour le plaquer violemment au sol avant de foncer à toute vitesse vers la prison. Arrivée là-bas, elle prend la main de Naka et s'agenouille pour lui demander d'être son amie, ce qui rend Naka rouge comme une tomate. Soudain, Tatsu surgit juste derrière elle, mais au moment précis où il les touche, l'annonceur déclare que c'est fini et Ito comprend alors que sa classe a perdu. Des journalistes se précipitent aussitôt pour une interview et Naka remarque que Yuki souhaite cacher son identité. Alors, elle crée rapidement un écran de fumée pour qu'elle puisse s'enfuir discrètement. Plus tard dans la soirée, Yuki discute avec Naka de leur nouvelle amitié, mais Tatsu arrive soudainement et demande à Naka de le suivre, avant de défier Yuki pour un futur combat. Quelques jours après, Naka démontre ses talents au lancer de shuriken à Yuki et Ito, qui l'applaudissent. Elle s'excuse alors en leur confiant qu'elle ne montre généralement pas ses capacités à des personnes extérieures à sa famille. Ito prétend qu'elle est déjà une meilleure ninja que Sasuke, mais Naka, elle, se dit loin d'être aussi talentueuse que son frère et avoue qu'elle préférerait ne pas avoir ses capacités, car elle souhaite juste avoir une vie normale. En entendant cela, Yuki avoue ressentir exactement la même chose. Elle aussi se demande ce que signifie être normal, et elle explique que son cœur serait bien plus apaisé si elle pouvait en parler avec elle. Naka est d'accord, alors Yuki lui dit qu'elle est aussi experte en armes et Naka lui demande une démonstration. Ito apprécie de voir les deux filles se lier, mais Grace arrive soudainement derrière lui et l'accuse de vouloir créer un harem. Alors qu'elle s'amuse à taquiner Ito, Grace essaie de le faire manger ses melons, mais sa maman gothique, Yuki, le sauve de justesse en lançant un couteau dans leur direction. Grace crie alors à Yuki, lui rappelant qu'elle l'a envoyé chercher sa sœur. Cependant, Yuki l'ignore royalement et s'excuse auprès d'Ito avant d'aller récupérer son couteau. Grace identifie Naka comme étant la plus jeune du fameux clan Ikage. Mais cela la choque, alors elle explique qu'elle est informatrice et l'embête jusqu'au retour de Yuki avec sa lame. Une fois que tout le monde s'est calmé, Ito demande alors à Grace ce qu'elle fait ici. Elle lui explique qu'elle part bientôt en Chine pour aider la sœur de Yuki grâce à l'aide de certains de ses anciens contacts. Elle leur souhaite ensuite bonne chance pour Noël et s'en va. Naka demande alors si Yuki et Ito sortent ensemble, mais Ito explique qu'il ne se passe rien entre eux, alors elle s'excuse et explique qu'elle pensait qu'ils étaient en couple puisqu'ils sont toujours ensemble. Cependant, Ito remarque que Yuki est étrangement silencieuse, alors elle explique qu'elle pensait au fait que personne ne s'était jamais intéressé à elle et qu'elle se contentait de vivre seule. Mais maintenant, elle est heureuse parce qu'elle a des gens dans sa vie qui valent la peine d'être protégés. Cela rend Ito heureux, et il réalise que ce qu'elle ressent est proche de l'amour familial, mais il reçoit soudain un SMS de son père révélant que le vaurien sera de retour au Japon pour le nouvel an. Plusieurs jours plus tard, Ito et les autres voient que la neige a rempli la cour, alors Ito fait un bonhomme de neige et Yuki essaie d'en faire un aussi, mais finit par créer un fléau de classe spécial à la place. Ito la réconforte en disant que son bonhomme de neige est aussi mignon qu'elle, mais Chitaro gâche l'ambiance romantique en détruisant les bonhommes de neige et Ito reçoit soudain un appel qui le met en colère. Après avoir raccroché, il demande à Yuki de surveiller la maison pendant qu'il va voir Riko, mais Yuki le rappelle soudainement et lui demande de la retrouver quelque part sur le chemin du retour. Bien plus tard, Ito court dans la rue, se demandant pourquoi Yuki lui a proposé de sortir, et il voit une foule rassemblée à proximité, alors il s'approche pour voir et découvre Yuki portant une tenue de citadine éblouissante. Quand il demande pourquoi elle est habillée ainsi, elle l'enveloppe dans une écharpe et explique qu'elle l'a apporté pour le garder au chaud. Elle lui fait ensuite le choc de sa vie en lui demandant de sortir avec elle, et quand il demande pourquoi, elle explique que Riko l'a poussé à le faire car Ito a des soucis qui lui pèsent sur l'esprit.
Avec un sourire chaleureux, elle lui dit qu'elle veut lui apporter du réconfort, tout comme il l'a fait pour elle quand elle a fait un bonhomme de neige monstrueux, et cela fait rougir ses joues. Alors, il accepte enfin de sortir avec elle. En marchant ensemble en ville, Ito essaie de comprendre ce qu'il ressent vraiment pour elle, car il la voit surtout comme une gamine dans un corps d'adulte. Et quand elle demande où il pourrait aller, il suggère d'aller dîner. Dès qu'il commence à neiger, Ito montre à Yuki des illuminations de Noël en ville, qui brillent en plus fort au contact de la neige, et il affirme que c'est l'une des raisons pour lesquelles il aime la neige. Cependant, Yuki rit en lui disant que c'était touchant de l'entendre dire qu'il l'aimait, et elle admet qu'il ne parlait que de son homonyme, mais le visage entier de Ito est sur le point d'exploser de gêne. Le lendemain, Riko donne des conseils de mode à Yuki et explique que les vêtements qu'elle vient de recommander rendraient Ito éperdument amoureux d'elle. Alors Yuki promet de faire de son mieux pour être plus belle. Un peu plus tard, Ito rencontre Riko, qui lui dit que Yuki l'aime parce qu'elle veut être avec lui à tout moment, puis elle lui recommande un test d'amour en ligne pour confirmer s'ils s'aiment. Alors qu'elle lui pose les questions, Yuki répond oui à toutes, et ils arrivent finalement à la dernière question, qui demande si Yuki a déjà dit à Ito qu'elle l'aimait en dehors d'une déclaration d'amour. En entendant cela, Ito se souvient de ses paroles lors de leur rendez-vous, et il ment en disant qu'elle ne l'a pas fait. Mais Riko révèle que les résultats du test leur donnent 96% de chances d'avoir des sentiments l'un pour l'autre, ce qui choque complètement Ito. Yuki arrive alors et sort ses achats de la supérette, mais Riko se met à lui poser des questions sur le jeu de l'amour. Elle répond oui à chaque question, ce qui rend Ito fou, et elles arrivent enfin à la dernière question, à laquelle elle répond oui en rappelant qu'il lui a dit aimer la neige. Après le jeu, Riko se réjouit qu'ils aient 196% de chances d'avoir des sentiments, mais Ito lui crie dessus car elle exagère tout. Au dîner, ils profitent du kotatsu, et Riko raconte comment Ito mettait le bazar pour défier leur père, mais Ito lui dit de se taire pour cacher son passé pathétique à Yuki. Alors que Riko continue de le taquiner, Ito essaie de lui donner un coup de pied sous le kotatsu, mais il remarque qu'elle ne réagit pas, alors il regarde en dessous et découvre qu'il frappait Yuki depuis le début. Tous deux sont troublés et Riko aggrave les choses en les accusant de jouer secrètement avec les parties intimes de l'autre. Il y a quelques années, Ito a avoué ses sentiments à une fille qu'il fréquentait tout le temps, mais elle l'a froidement rejeté, disant que ce n'était pas de l'amour, mais un besoin de compagnie. Ito savait qu'elle avait raison, car il se sentait désespérément seul. S'il s'est confessé, c'est uniquement parce que lui parler apaisait sa solitude. Après ça, ils ne se sont plus revus. Il a cru que ses aveux l'avaient blessé, mais il souffrait aussi car sa réponse l'avait frappé plus fort qu'un simple rejet. Aujourd'hui, Ito se demande si ce qu'il ressent pour Yuki est du vrai amour ou cette même affection superficielle qu'il avait pour son ami. Le lendemain matin, Ito se réveille et voit Yuki dormir à ses côtés. Il tente de s'éclipser discrètement, mais elle s'éveille et le salue. Une fois dehors, Ito panique. Il réalise que c'est sa faute, car c'est lui qui a dit à Yuki de dormir dans son lit pour calmer ses cauchemars. Gêné, le gars se cogne la tête contre la porte pour réveiller ses neurones. Il s'inquiète de devoir passer autant de temps avec elle pendant les vacances d'hiver. Mais elle s'approche soudainement de lui et lui demande quel est le problème. Ito prétend qu'il veut juste prendre de l'avance sur le grand nettoyage de fin d'année, mais il réalise que c'est une excuse vraiment bidon, alors il descend se rafraîchir le visage. Là, il se demande pourquoi il agit si bizarrement, mais décide d'arrêter pour son bien et celui de Yuki, sachant qu'avouer ses sentiments ne mènerait à rien. Pendant ce temps, Yuki frime les yeux fermés en passant la serpillière. Elle est fière d'avoir appris à bien le faire, contrairement au premier jour où elle avait tout raté. Pourtant, quand Ito descend, il la trouve dans le même état pitoyable qu'au début. Il gronde Chitaro de l'avoir dérangée et lui suggère de prendre un bain. Quand elle retire sa veste, Ito reste figé devant sa reine en chemise mouillée transparente. Il s'enfuit vers le bain pour éviter que son volcan n'explose sur elle. Cachée dans la salle de bain, Ito réalise qu'elle est toujours aussi innocente. Comme elle les voit comme sa famille, il craint de tout gâcher à nouveau. Quand il se remémore la façon dont sa dernière confession amoureuse s'est déroulée, il commence à paniquer. Il ne veut surtout pas que Yuki le quitte de la même manière. Mais Yuki frappe soudainement et lui demande s'il est tombé malade. Il la rejoint dans l'autre pièce et elle l'invite à se reposer sur ses genoux. Mais le gars sait que son engin ne supporterait pas son état actuel. Il lui dit que c'est déplacé pour une fille de proposer ça à un garçon. Yuki se sent très mal, pensant que, finalement, il en a vraiment marre d'elle. Alors, il tente de s'expliquer, mais les larmes commencent à couler de ses yeux, car elle avoue qu'elle n'arrive vraiment à rien faire de bien. Voyant cela, Ito explique que ce n'est pas ce qu'il voulait dire. Il se creuse la cervelle pour trouver comment lui remonter le moral. Mais tout ce qu'il trouve à dire, c'est de lui suggérer d'aller prendre un bain. Une fois dit, elle part docilement vers la salle de bain. C'est là que l'idiot réalise son erreur. Cela va rendre les choses encore plus gênantes.
Par la suite, Yuki se met à pleurer au moindre petit incident, tout en s'excusant d'être un véritable fardeau. Ito, pour la réconforter, décide de la laisser dormir près de lui, mais sa mignonnerie l'empêche complètement de fermer l'œil. Le lendemain, Yuki va au salon chercher Ito, mais trouve un mot où il lui assure qu'il sera de retour dans peu de temps. Peu après, Yuki se promène avec Chitaro, mais voit que tous ses magasins préférés en ville sont fermés pour la fin de l'année. Elle trouve vite des magasins ouverts, fait quelques courses et rentre chez elle. Mais Ito lui dit qu'il a déjà préparé du roast-beef pour le dîner, ce qui la fait pleurer. Au dîner, Yuki goûte le plat et c'est si bon qu'elle pleure encore, alors Ito s'en veut de l'avoir fait pleurer à nouveau. Cette nuit-là, Ito s'endort sur le canapé. Yuki le borde mais remarque que son téléphone sonne. Le lendemain matin, Riko arrive chez eux, leur souhaite la bonne année et les invite joyeusement au sanctuaire. Yuki lui informe que Ito est encore en train de somnoler sur le canapé, mais Riko lui révèle que le 1er janvier est en fait son anniversaire et qu'ils ont l'habitude de se réunir en famille pour fêter ça après leur visite annuelle au sanctuaire. En entendant cela, Yuki se met à pleurer de plus belle et elle explique à Riko qu'elle pleure bien plus souvent que Deku ces derniers temps. Du coup, Riko décide d'aller au sanctuaire toute seule. Après son départ, Yuki reçoit un message de Naka l'invitant à aller au sanctuaire avec elle. Elle l'y rejoint mais lui avoue qu'elle ne connaît pas l'endroit car c'est sa première fois. Alors qu'elle se promène tranquillement, elles finissent par tomber sur une boîte de prédictions. Naka explique à Yuki que c'est une tradition pour la nouvelle année. Alors Yuki, curieuse, décide de tenter sa chance. Au moment où Yuki pioche un papier, Naka est ravie de pouvoir l'aider comme une véritable amie. Mais elle voit alors Yuki fondre en larmes, ce qui la fait paniquer complètement. Une fois qu'elle est un peu plus calme, Yuki se met à sangloter encore plus fort en expliquant que Ito va forcément l'abandonner tôt ou tard car il agit vraiment bizarrement ces derniers temps. La simple idée de le perdre lui fait monter les larmes aux yeux et elle pleure à chaudes larmes. En entendant cela, Naka confie à Yuki qu'elle aussi a déjà pleuré de façon incontrôlable. Mais à l'époque, sa mère lui avait dit que c'était bien de pleurer pour évacuer toute la tristesse accumulée depuis des années. Naka lui conseille de pleurer autant qu'elle veut pour retrouver le sourire. Ensuite, elles font une prière ensemble. Yuki souhaite pouvoir rester avec Ito et les autres cette année et pour toujours. À la maison, Ito somnole toujours alors que son père l'appelle sans cesse. Sur le chemin du retour, Yuki confie à Naka que c'est l'anniversaire de Ito. Naka lui suggère alors de lui offrir un cadeau pendant qu'il regarde le ciel étoilé, mais Yuki ne sait vraiment pas quoi lui prendre. Quand Naka demande ce qu'il aime, Yuki parle du poulet frit à la sauce spéciale, mais Naka dit que ça ne fait pas un cadeau. Yuki se rappelle alors qu'il adore les figurines d'animé un peu ringardes. Elles arrivent toutes les deux au magasin de jouets. Yuki confie à Naka que son homme a une collection de héros sur une étagère. Alors Naka lui demande quel genre de héros il affectionne. Soudain, Yuki aperçoit une des figurines de la collection de Ito dans une machine. Alors qu'elle la fixe du regard, Naka lui explique que c'est en fait un jeu de capsules, où l'on peut obtenir un jouet aléatoire de l'image pour 300 yens par tentative. Yuki dit qu'elle veut la noire. Naka lui rappelle qu'il faut essayer, encore et encore, avant de pouvoir l'obtenir, mais Yuki insiste quand même pour la tenter. Après de nombreux essais, Yuki est vraiment frustrée de n'avoir gagné que des jouets Pokémon de mauvaise qualité et qui ne lui servent à rien. Elle se met à pleurer, déçue de ne même pas pouvoir trouver un cadeau pour Ito. C'est alors que le père de Ito l'entend et propose de lui apprendre une formule magique pour obtenir ce qu'elle veut. Yuki est choquée, pensant qu'il va lancer un sort à la Dr Strange, mais le bon à rien finit par plagier le discours d'Erwin Smith pour la motiver. Avec ces mots en tête, Yuki réessaie avec le feu aux yeux, et cette fois, elle réussit à gagner le jouet qu'elle voulait, alors elle le remercie pour son aide, mais il dit que c'est normal car il ne pouvait pas rester là à la regarder galérer. Alors qu'il s'éloigne, Naka fait remarquer que c'est un homme vraiment très gentil et plutôt beau, et Yuki, elle, convient tout à fait qu'il est attentionné. À la maison, Riko réveille son idiot de frère avec des coups de karaté et l'informe que leur père va bientôt arriver. Il réalise que Yuki n'est pas là et il commence à paniquer parce qu'il ne lui a pas encore parlé de leur père. Alors, Riko le gronde de ne pas lui en avoir parlé, même s'ils vivent dans la même maison. Cependant, Ito explique qu'il ne peut pas lui parler de tout juste parce qu'ils vivent ensemble, et il réalise que c'était le même problème avec sa mère car il n'avait pas pu lui demander pourquoi elle devait partir si soudainement. Il n'avait pas pu non plus demander à son père pourquoi il avait cet air-là quand elle est partie, et encore moins lui dire que c'était la première fois qu'il avait vraiment peur de lui. Peu après le départ de sa mère, le père de Ito a été muté et ne rentrait presque plus, laissant une nounou s'occuper de lui à la place. Ito n'arrive toujours pas à demander à son père pourquoi il vit séparé de sa mère, car la colère qu'il a vue dans ses yeux ce jour-là lui a fait craindre d'être la cause de leur séparation. À cause de ça, il a peur de la réaction de son père face à Yuki, mais il reçoit soudain un message de Naka lui demandant de remonter le moral de Yuki quand elle rentrera.
À ce moment-là, Yuki revient et Riko panique en voyant que les yeux de Yuki sont gonflés d'avoir pleuré. Alors que Yuki essaie d'entrer, Ito l'informe que son père est en route et qu'il ne lui a pas dit qu'elle était une tueuse à gages ou qu'elle portait une tenue de soubrette. Cependant, en voyant son visage, il lui dit de ne pas s'en faire, et après son départ, il dit à Riko qu'il protégera Yuki quoi que dise son père, ce qui pousse sa sœur à se moquer de lui. Alors qu'ils se chamaillent, leur père entre soudain et Riko lui fait joyeusement un câlin tout en discutant, mais Yuki interrompt leur moment en mentionnant la nouvelle soubrette qu'il a engagée. Son père, Itsuki, admet que la maison est propre grâce à ses efforts, mais Ito lâche une bombe en l'informant qu'elle n'est pas une simple femme de ménage, mais une vraie soubrette qui était une tueuse par le passé. En entendant cela, Itsuki fait le lien et dès que Yuki entre dans la pièce, il l'appelle par son nom de tueuse, Shue. À table, Yuki remercie Itsuki de l'avoir aidé plus tôt et il lui demande quand elle a commencé à travailler pour son maître Amuro, alors elle explique qu'il l'a recueillie il y a 3 ans. Itsuki explique que Amuro lui avait parlé d'une tueuse devenue soubrette et il affirme que Amuro était un homme brillant avant sa mort. Mais Ito est stupéfait car leur conversation lui fait réaliser qu'ils ont tous deux des facettes qu'il ignore. Riko demande à Itsuki s'il savait depuis le début que Yuki était une tueuse. Alors il explique que Amuro le lui avait dit bien avant son décès, même s'il n'y croyait pas. Itsuki commence alors à plaisanter avec Riko, mais Ito n'est pas surpris car son père se met généralement à blaguer dès qu'il veut éviter un sujet ou garder un secret. Cependant, en se rappelant le message de Naka, il réalise qu'il est tout aussi mauvais car pendant tout ce temps, il a gardé les choses pour lui et au lieu de chercher à connaître Yuki et Itsuki, il a juste attendu qu'ils lui disent. Itsuki annonce alors qu'il est temps pour lui de partir, car il doit parler à leur mère de certaines choses et il souhaite un joyeux anniversaire à Ito avant de lui remettre un cadeau que lui et sa mère lui ont offert. Alors qu'il s'en va, Ito le poursuit jusqu'à la voiture et lui demande si Yuki peut rester là. Itsuki lui demande ce qu'il veut et Ito dit qu'il veut qu'elle reste là, alors Itsuki lui permet de la garder à la maison et promet d'en discuter avec sa mère. Après son départ, Ito est fier d'avoir enfin pu dire ce qu'il pensait à son père pour la première fois, mais Itsuki appelle soudainement et lui demande de passer le téléphone à Yuki. Après avoir confirmé qu'elle accepte la situation, il la remercie d'être la raison pour laquelle Ito change enfin et lui demande de continuer à veiller sur lui avant de raccrocher. Submergé par l'émotion, Yuki porte Ito et saute comme un Super Mario Bros sur le toit pour admirer le coucher du soleil. Là, elle lui remet son cadeau, mais elle se met à pleurer car le jouet s'est brisé en morceaux. Ito lui raconte alors comment son père était son héros jusqu'au jour où sa mère est partie, moment où il a commencé à le craindre. Il demande ensuite à Yuki de faire partie de sa famille et elle a les larmes aux yeux. Mais cette fois, elle lui dit que ce sont des larmes de joie avant d'accepter de faire partie de sa famille. Quand Yuki demande si c'est possible pour quelqu'un comme elle, il répond que ce doit être elle parce qu'il l'aime et Yuki sourit en lui disant qu'elle l'aime aussi. Plus tard dans la nuit, Ito retourne dans sa chambre et comme il sait que l'amour de Yuki est platonique, il pleure car c'est la première fois qu'il vit un véritable chagrin d'amour. Cependant, Yuki se souvient de sa déclaration d'amour en coupant du chou et son cœur se met à battre à toute allure, lui faisant réaliser qu'elle l'aime vraiment. C'est tout pour cette vidéo. Laissez un j'aime si vous avez apprécié et regardez cette vidéo à l'écran.